va un petit peu attendre que derrière la cam, il soit carré. Vas-y, tu vas commencer à lire, je te connais, meuf. Les surprises, préviens-nous des surprises qui arrivent. Hey, on est un peu stressé là. J'ai vu Charles va faire une impro, justement. Ah, putain. 2 minutes d'impro sur un sujet impossible. Bienvenue, les gars, dans À peu près sérieux, le podcast mi-deep, mi-hilar et super authentique. Bien, moi, c'est Aubin, l'hôte de cette émission, psy et podcasteur à mes heures perdues. Et cette semaine, je suis accompagné de 3 invités, Cali de fou. J'ai nommé Charles, Madeleine et Juliette, ici. Nos pédigrés s'affichent actuellement sur nos petits doigts. Donc vous voulez bien lever, voilà. Et il y aura nos Insta, en fait. Et pour ceux qui n'ont pas d'Insta, merci Juliette. Ceux qui ont un téléphone à clapet. Exact. Voilà. Et vous allez bien, les amis ? Ça va, toi ? Est-ce qu'il est bon, le petit thé ? Délicieux. C'est un running, un truc où je demande aux gens si le thé est bon. C'est de la tisane, je ferai un préciser. Ah ouais, c'est de la tisane. Moi, je connais pas la différence. Je connais pas non plus. Je suis désolé. T'as de la théine dans le thé et la tisane, c'est juste pas de théine, du coup tu peux dormir après une tisane. Ah ouais, Prendre du thé le soir, c'est un peu risqué, quoi. C'est vrai ? Ouais. J'ai l'impression que c'est merci. Et prendre une tisane avant un podcast, c'est un peu risqué aussi. Ouais. C'est censé nous endormir alors. Ouais, normalement. Ok. Enfin, je sais pas. Et les amis, je commence en général l'émission avec une petite présentation. Mais comme je sais que c'est toujours compliqué de devoir se présenter, c'est pas cool, eh bien je vous écris un petit truc, tu vois. Et donc... une petite surprise. Une petite surprise, Pour évidemment. nous décrire. Pour vous décrire. Pour Et vous si on est présenter. pas d'accord, on critique et on corrige, c'est Bien ça ? sûr, t'es là, non, mais c'est pas vrai. Essayez de deviner de qui je parle. On est que toi, hein. C'est par son sourire et sa joie de vivre que la jeune femme blonde ici présente Ah, c'est dur. illumine, C'est déjà pas moi. Mais... illumine sur son passage. Jus a le chic d'être dynamique et bonne ambiance à tout moment, et ce, même durant des travaux les plus pénibles de statistiques, à devoir entreprendre des calculs infaisables jusqu'à pas d'heure. Elle vous étonnera par sa confiance en la vie et sa détermination à toute épreuve. Mesdames et messieurs, voici Juliette. Merci. Yes. Ça me touche trop. Ah yes. Ça va, tu kiffes? Trop, je kiffe trop. Ça se ressent. L'être humain d'exception, présentement assise à ma droite, n'est autre que le sang de la veine. Je dis voilà. C'est un mélange de douceur, de tendresse et de perfectionnisme maladif. L'avoir comme ami, c'est se garantir une oreille attentive et un soutien précieux. Mesdames et messieurs, voici Madeleine. Ça va, t'es d'accord avec ce que j'ai dit ou pas? Je suis pas habituée à tant de compliments. Non, Par contre, on a tout complètement laissé tomber le côté deviner qui est qui, quoi. J'avoue, C'est un jeu, on ne le joue plus. Enfin, le Lascar à la voix éraillée en face de moi n'est autre que le légendaire Rodney Michigan qui nous fait l'honneur d'être là. Sa douce folie d'entreprendre, sa gaieté et sa témérité lui a sans doute déjà coûté un bras. Il est vidéaste, entrepreneur, auteur et comédien même à ses heures perdues, un petit peu quand même. Putain, c'est des beaux titres. Des beaux titres. Il est inspirant, il est inspiré, et ça pour le coup, c'est pas des barrales. Mesdames et messieurs, voici Charles Basset. Yes. Voilà pour les petites présentations que je délivre au monde pour vous. Merci Aubin. Yes. En préparant un petit peu l'émission, je voulais discuter des échecs et des remises en question, un peu tout ça. Et j'ai envie de vous poser une première question très simple. Mais est-ce que vous êtes déjà remis en question, justement, au niveau professionnel, au niveau scolaire? On va commencer par toi, Charles. Tiens, prénom. Pression. Bah oui, au final, je trouve que les études, justement, c'est de la remise en question perpétuelle.
Et moi, j'ai commencé par faire la médecine. Et dès le jour 1, je me suis remis en question en disant est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Après le premier cours de biologie, j'étais là, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et donc, tout mon parcours à l'université, ça a été que de la remise en question, de me dire est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, est-ce que je me vois comme ça plus tard. Donc c'est pour ça que j'ai changé après 4 ans en médecine. Et même encore aujourd'hui, je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est de tout le temps se remettre en question pour être sûr au final arriver à trouver ce qu'on a envie de faire et trouver sa voie. Et donc non, c'est vraiment important de se remettre en question. Et c'est comme ça qu'on trouve son bonheur, je pense, et que même si c'est jamais atteint, c'est comme ça qu'on se rapproche en tout cas, en tout le temps en réfléchissant qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que ce que je suis en train de faire c'est vraiment ce que j'aime, etc. Et donc c'était dur pour toi parce que du coup t'as fait quoi, t'as fait 3 ans de médecine? Ouais, 4 ans. 4 ans. Ouais. T'as fait beaucoup d'années. Ouais, trop. Trop. Et puis tu t'es dit, en fait, putain, c'est pas du tout fait pour moi, qu'est-ce que je fous? Parce que attends, si tu le savais dès le jour 1, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer, tu vois? C'est un mélange de facteurs, mais je trouve que le métier est magnifique et le métier me tentait vraiment, vraiment bien. Ouais. Mais après, avant d'arriver au métier, il y a toutes les études. Et ça, je l'avais pas anticipé. Okay. Non, et c'est surtout qu'en fait, j'ai étudié à Namur avec une super bande de potes. Et la première année, ça s'est plus ou moins bien passé pour tout le monde. Et donc on continuait. Et donc je suis un peu dans un mood où ça se passe bien, on continue. Et sans jamais vraiment me poser la question de ok, moi tout seul par rapport à ces études, est-ce que j'aime bien, parce qu'on était tous dans un mood, tous en médecine, et donc on se marrait bien. Ouais. Donc et puis c'est le moment où je me suis retrouvé un peu face à la médecine tout seul, où j'ai fait c'est comme ça en fait. Ouais. Et où j'ai trouvé ça moins marrant, et au final il y avait juste la lourdeur des études et plus tellement le côté marrant à côté. Du coup, c'est là où je me suis dit, j'ai peut-être pas envie d'aller vers quelque chose vers quelque chose d'autre, quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que du coup, c'est au moment où tu étais le plus inspiré pour faire plein de vidéos et tout. Sur le blocus, sur les mais ça, c'était une complète fuite. Non, et c'est toujours aussi, c'est ce qui me plaisait moins dans ces études de médecine, c'est le côté un peu rigoureux, carré, et où on peut pas vraiment exprimer sa créativité, même zéro, on peut pas exprimer sa créativité, sinon les patients le payent. Donc c'est ce côté-là qui me frustrait vraiment, et donc c'est pour ça que parallèlement, effectivement, c'est en médecine que j'ai fait le plus de vidéos, parce que c'était un peu un échappatoire en blocus, c'était une raison de ne pas étudier, c'était de créer. Et donc, allez checker d'ailleurs les vidéos de Charles. Allez vous abonner. Sur la page Insta, mais c'était les 2 zouaves à Namur. Ouais, c'est avec mon frère, ouais. Et donc, voilà. C'est aussi ça qui... En fait, il y a presque un moment où je continuais la médecine juste pour pouvoir faire des vidéos sur le blocus et et continuer à rigoler de la médecine, en disant la médecine c'est dur, etc. Ouais. Parce que ça marchait bien dans les vidéos. Donc, il y a vraiment quasi un moment où je faisais plus la médecine pour continuer à faire des vidéos dessus que la médecine parce que j'aimais bien. Mais donc, c'est un non-sens total. Et à un moment, je me suis dit, bon, il est peut-être temps de switcher, quoi. C'est marrant parce que du coup, je réfléchissais, je me disais, mais Juliette, toi, t'as fait l'effet un peu, le parcours un peu inverse. Ouais. Donc on a commencé nos études de psycho ensemble, peut-être avec une petite année de décalage. Moi, je pense même pas. Même pas, parce même pas. Ce travail de statistique. Ouais, c'est ouais. Et puis, donc tu termines ton bac. Oui. Et c'était justement après ce travail de stats où tu me révèles, en fait, je pense que... Oui, on avait même dû faire une présentation sur la suite de nos études. Et je me rappelle, du coup, là, j'avais décidé de me réorienter. Et t'avais été hyper honnête. Enfin, je trouve que c'est hyper admirable. T'avais dit, en fait, moi, je projette pas de continuer ces études de psycho. Et pourquoi? Tiens. Mais c'était... j'ai l'impression que quand j'y repense après coup, ça date vraiment... Quand j'étais en réto, je voulais démarrer la médecine. Et donc, j'avais pris Sciences 6, j'étais prête à démarrer. Puis, au final, je voulais partir 1 an voyager. Donc, et en fait, c'est ça qui a un peu changé la donne. C'est qu'en revenant, ils avaient imposé le concours en fin d'année de première. Et ça m'a hyper fort déchauffée. Et en revenant de mon année à l'étranger, j'étais dans ma bulle. J'ai envie d'aller à Louvain-Neuve, de faire la teuf, de revoir mes potes. Et du coup, je me rappelle j'ai commencé en fait à Louvain-Neuve, j'ai commencé Sciences Éco, 2 semaines. Okay. Et puis je suis là, non, des maths, compta, c'est pas mon délire. Okay. Et puis j'ai fait vraiment psycho sur un coup de tête parce que j'avais été voir un cours, je me rappelle, sur le sommeil, et ça m'avait hyper fort passionnée. Je suis là, ok, je démarre la psycho, mais sans vraiment vouloir devenir psychologue. C'était plutôt...
J'aimais bien les études et j'avais envie de me lancer là-dedans. Puis après coup, en troisième, je m'étais dit mais pourquoi pas faire les neurosciences, faire un master à l'étranger. Et puis je m'étais renseignée pour partir du coup à Londres, faire un master. Et je me rappelle qu'on m'a dit voilà, il faudra que tu aies de l'expérience si tu veux partir faire les neurosciences, il faut que tu fasses des stages, etc. Et donc du coup, j'avais fait un stage de neurosciences à Saint-Luc. Et c'est vraiment en me retrouvant là-bas, dans l'hôpital, que je me suis rendu compte que cette médecine, finalement, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire et que c'était dans un coin de ma tête. Et je pense que peut-être inconsciemment, j'avais besoin de vivre mes expériences à Louvain-Neuve, d'être avec les copains, d'un peu juste acquérir de l'expérience. Et puis du coup, après coup, je me suis dit, mais en fait, il faut que je me lance. Je vais le regretter d'ici 20 ans si je passe pas cet examen d'entrée. Et donc, je m'étais vraiment dit, OK, je le passe. Et on verra si ça passe. Et sinon, je partirai faire ce master. Et puis du coup, je l'ai raté en juillet, réussi en septembre. Et je me suis lancée, mais même de manière un peu naïve. Et tant mieux, parce que franchement, si on m'avait à l'avance expliqué comment gérer ce bac de médecine, je suis pas sûre que je me serais lancée. Parce que c'était beaucoup de... Enfin, vraiment, c'est tellement de discipline et de persévérance à avoir. Et puis surtout qu'il y a tout ce décalage aussi. Vu que j'aurais fini quand même vachement tard, il y a énormément de points à prendre en compte au-delà de ça. Mais du coup, voilà, c'était quand même, au final, depuis longtemps, j'avais envie de faire ça. Mais c'est marrant parce qu'en t'entendant parler, je me dis, en fait, t'avais un blocage plus de peur, en fait. En sortant de secondaire, j'ai l'impression. Probablement. Et en fait, j'ai aussi eu... C'est parler dans ton mic. Ah, pardon. J'ai aussi... je me rappelle, j'avais été voir une conseillère d'orientation quand j'avais 18 ans. Et elle m'avait vraiment dit, quand je t'analyse comme ça et de par ta personnalité, tu vas juste avoir l'impression d'être enfermé, de devoir tout le temps bosser, de pas pouvoir t'exprimer. Elle m'avait vraiment dit, tu vas être coincé comme dans un monastère en étudiant la médecine, ça va être beaucoup trop hardcore et tu vas finir par t'y perdre. Et t'as 18 ans, t'entends ça, t'es OK, je vais pas faire la médecine, ça va juste me détruire. Ouais. Et donc je pense que ça a été ça aussi, mais après coup, maintenant que j'y pense, je me dis, mais au final, l'avoir fait en décalé, ça m'a permis vraiment de commencer ma première avec du recul. J'ai directement relativisé, j'ai vécu l'échec aussi différemment, parce qu'en médecine, c'est toujours dur de réussir du premier coup. Et le fait d'avoir commencé plus tard, ça me permet vraiment maintenant de chaque fois prendre du recul par rapport... Parce que sinon, on est trop focus sur ses études, on finit vraiment par en oublier sa vie sociale aussi. Ouais. Tu as plus de maturité pour le vivre. J'ai l'impression, quoi. Et puis je me dis, la psycho, ce sera que du plus, parce que peut-être ça me permettra d'être un peu plus empathique. Ouais, c'est vrai. Perdu. J'espère. C'est d'office pas perdu, et puis c'est gagné. Si on avait plus de médecins un peu psy, le monde irait mieux. Voilà. J'ai pas eu mes copains. Oui, mais parce que comme disait Charles, au final, il y a pas du tout place à la créativité. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, après, c'est les études aussi. Mais... Toi, Madeleine, on a fait le même parcours. Hein. on a terminé psycho ensemble, la même année et tout. C'était cool. Et toi, tu te remettais énormément en question durant nos études. J'ai l'impression. Ouais. Voilà. Je dirais dès bac 1, un peu pareil, je me disais mais qu'est-ce que je fous ici ? Et honnêtement, j'avais un peu commencé la psycho sur un coup de tête parce que je savais pas du tout quoi faire en réto, donc j'avais fait aussi des tests d'orientation et j'en avais même fait 2 et il m'avait dit psycho c'était un bon truc, il y avait aussi d'autres idées mais qui m'avaient pas inspiré à l'époque, donc je m'étais dit bon, je vais me lancer là-dedans, j'ai l'impression que c'est des études qui vont m'enrichir de manière même générale, chose que voilà, ça m'a un peu déçue. Non mais c'est vrai, je m'attendais pas à ces études-là, en tout cas. Mais du coup, oui, bac 1, bac 2, je me posais des questions, mais tout le monde me disait aussi, c'est le bac, c'est hyper théorique, c'est normal que tu sens pas que ça t'enrichit de ouf, parce que c'est le bac et c'est super théorique et c'est le NIF, nanani. Donc voilà, en plus, je réussissais, du coup, j'étais en mode, je continue. Mais c'est vrai que... Voilà, bac 3, je dirais que je me suis aussi un peu posé des questions parce que je me suis dit, est-ce que j'arrête mon bac ici et je change ? Mais le truc, c'est que j'avais pas d'idée claire de ce que je voulais faire d'autre. J'avais aussi un peu pensé à la médecine d'ailleurs, parce qu'on avait eu le cours de physio là, que j'avais adoré. Oui, d'ailleurs, j'ai eu ta Gédine aussi en médecine. Ouais, voilà, trop marrant. Et donc, finalement, je me suis dit, voilà, le master, ça se trouve, je vais pouvoir choisir des cours que je vais plus préférer et qui vont plus m'intéresser. Que nenni. Ouais, un peu que nenni. Et c'est surtout pendant le stage de 6 mois que je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je fous ici ? Ouais. Tu l'as fait où ? Je l'ai fait en psychiatrie à Montgodine. Donc oui, c'était pas peut-être le stage le plus facile, mais clairement, j'avais un méga sentiment d'illégitimité comme ça, où je me disais,
enfin, je me sens pas du tout créditée d'être ici et voilà, du coup, en plus, j'aimais pas du tout ce sentiment un peu d'impuissance face à toutes ces histoires des patients. Et je pense que c'est un truc qu'en tant que psychologue, tu t'as quand même arrivé à t'acclimater à ce sentiment d'impuissance, parce que clairement, il y a des choses sur lesquelles tu n'as aucune prise en tant que psy. Tu peux pas changer complètement la personne si elle le veut pas ou si elle est pas prête. Donc tu dois un peu lâcher prise, quoi. C'est ça. Et puis même parfois, je sais pas moi, c'est une ado dans une famille qui est juste hyper dysfonctionnelle. Enfin, malheureusement, tu n'as aucune prise sur sa famille. Enfin, tu sais que ça va être du bad pour sa vie, quoi. Mais ce qui m'étonnait, c'est que déjà, en parlant ensemble, tu vois, on se disait, mais c'est dramatique, mais t'es très bonne. Enfin, dans ces études, tu cartonnais, elle avait vraiment des résultats de fou, tu vois. Sortait d'examen et je sais pas ce que ça a été. Peut-être de l'audit urbain à gratter quelques synthèses, quoi. Clairement que j'ai gratté. et donc du coup, ça rend les choses encore plus compliquées parce que, enfin, c'est un peu un problème de luxe, on va pas se mentir, de réussir. Mais donc du coup, en fait, ton entourage se dit mais non, mais attends, mais si tu réussis tes examens, au final, c'est vrai, c'est presque une prison de réussir parce que tu te dis je réussis. Même toi-même, tu te dis je dois aimer. Tu cherches du sens. Tu te dis mais si je réussis, ça veut dire quand même je suis investi. Enfin, ça me parle et sans doute que ça te parlait. Et puis après le stage. Ça a été la cassure. Un peu comme ça, quand vous avez été à l'hôpital, tu t'es dit ouh, mais moi c'était un peu l'effet inverse, genre j'étais là waouh, qu'est-ce que je fais ici, tu vois. Mais les cours en bac, ça te stimulait pas? Mais non, ça me stimulait pas. Et en vrai, je dis pas que c'est inintéressant, mais en fait, je pense que comme j'arrivais pas à me projeter dans le métier, j'arrivais pas à trouver du sens dans ce que je faisais, tu vois. J'étais en mode oui, ok, j'apprends par cœur, et puis je retape tout à l'examen, et j'étais un peu là, pourquoi je fais ça, tu vois. Je n'arrivais pas à me dire que le métier, ça m'intéresserait pour mon métier futur, tu vois. Même là, j'ai l'impression que j'ai oublié presque la totalité de mes cours, tu vois. Vraiment, parce que ça m'a pas marqué comme ça. Une perte de sens, quoi. C'est ça, vraiment. Mais voilà, clairement, je pense que ça m'a pas aidé. Ça aurait été peut-être mieux que je rate pour plus me remettre en question encore, tu vois. Parce que là, j'ai quand même fait mes 5 ans, quoi. Du coup, quand tu sors à 23 ans, oui, j'ai un diplôme et je suis trop contente, mais j'étais un peu là, bon. Quand j'ai pensé aussi à médecine, j'étais là, j'ai déjà 23 ans, est-ce que c'est quand même raisonnable, tu vois. Il n'y a pas d'âge. Hein. Non, il n'y a pas d'âge, mais voilà, moi, je me suis dit, j'ai peut-être pas la motivation encore de me relancer dans les études de médecine. Après, le métier, je trouve ça incroyable. Mais voilà, j'ai trouvé un peu le juste équilibre entre psychomédecine avec le métier de sage-femme. Donc là, je viens de commencer, ça fait 3 jours. Donc je peux pas encore faire un gros feedback, mais je pense que j'espère que ça va me plaire. J'ai l'impression que ça. Mais j'ai l'impression, quand on en parlait à chaque fois, il y avait un souci dans tes années d'UNIF parce que autant on est un peu perdu, on a toujours des doutes. Il n'y a aucun moment où durant 5 ans, t'es là en mode, c'est certain, où il y en a 2, tu vois, dans l'audit, mais t'es certain à chaque fois que c'est ce que tu veux faire, tu vois. Parce que peut-être que le carcan des études universitaires, c'est aussi ça, c'est d'apprendre énormément de généralités. Et ton métier, peut-être tu le fais plus précisément, où tu t'aiguilles vers un truc. Et donc, du coup, c'était ton besoin de sens, de direction, tu vois, de but un petit peu qui était pas nourri. Et maintenant, tu sembles, en tout cas, y trouver beaucoup plus de sens. Oui, mais après, j'ai l'impression que je suis une indécise de base. De ouf, donc, j'ai oublié de préciser ça dans le poème du début, parce que vraiment, c'est déconné. Non, mais vraiment, Madeleine, c'est la... Ouh là là. Je pense que j'ai des doutes, mais dans ma tête, genre constamment, quoi. Et même là, j'ai l'impression que c'est peut-être plus un choix réfléchi, pas réfléchi, mais justement, plus un choix de cœur de faire sage-femme. Mais pas de raison. Voilà. Mais, alors que c'était l'inverse avant. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que j'ai l'impression que ça aussi qui a fait que j'ai commencé psycho. Je suis pas du tout une meuf intuitive et qui écoute fort ses émotions, étonnamment, alors que je suis psycho. Et j'ai tout mentalisé, rationalisé, et je pense que c'est peut-être un choix plus intuitif de faire sage-femme. Mais aussi, je voulais réagir par rapport à ce que Charles disait. Tu disais, genre, remise en question, c'est positif. Tu vois, t'avais un regard assez positif sur le truc, mais moi, je t'avoue que
j'ai pas toujours vécu ça bien, tu vois. Moi, c'était beaucoup associé à de l'angoisse de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une pression comme ça, en plus, à choisir un métier dans lequel tu vas t'épanouir et tout. Et du coup, voilà, moi, j'ai pas vécu ça hyper bien, justement, toutes ces remises en question. J'envie un peu les gens qui avaient un truc comme ça tout tracé. Ouais, mais justement, je pense que il vaut mieux se poser, même si c'est difficile. Et moi, j'ai pas toujours rigolé, et même mon entourage a pas toujours rigolé avec moi parce que c'est pas des périodes faciles. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui sont nés dans le guidon jusqu'à leurs 40-50 ans et puis qui se retournent sur leur vie et qui font en fait, j'ai pas du tout fait, je suis passé à côté de la moitié des choses, alors que même si la remise en question est parfois difficile et ça peut être une torture mentale. Parfois, mon cerveau, j'ai l'impression qu'il allait exploser de remise en question et de me poser toutes les 2 secondes la question, est-ce que ce que je suis en train de faire est bien ? Ça permet aussi de pas se tromper, quoi. Bon, après, il y a un moment, il faut se décider, il faut se lancer et il faut un peu lâcher prise. Mais je pense qu'avec du recul, c'est une chance de ouf et que du coup, tu es quasi sûr que quand tu seras au crépuscule de ta vie, tu te retourneras et tu te diras ben voilà, j'ai fait les bons choix parce que j'y ai réfléchi à chaque fois, quoi, et j'ai à chaque fois remis en question mes choix et mes décisions, quoi. Vous avez vos parents, ils l'ont vécu comment, cette redirection un petit peu dans vos parcours personnels? C'était dur ou ils voulaient un peu plus genre en mode tu restes là où tu es, c'est des études universitaires ou tu vois des études sup, machin, etc. Il faut que tu poursuive dans ça, ou justement genre en mode mais la cool, tu fais ce que tu veux. C'était comment pour toi, Charles? Je pense à partir du moment où tes parents voient que t'es pas heureux dans un truc, ce serait un non-sens de te forcer ou de dire de continuer quelque chose. Donc non, moi j'ai eu la chance que ma maman était assez chill avec ça, et elle était là, évidemment, tu fais ce que tu veux, et elle voyait bien qu'en médecine j'étais plus du tout heureux. Et du coup c'est toujours un peu le même message, mais je pense que c'est le meilleur message que les parents peuvent donner, c'est fais ce que tu veux, mais fais-le à fond et fais-le bien. Donc là, la médecine, j'étais plus du tout à fond, donc il y avait vraiment plus d'intérêt de continuer. Et donc non, j'ai eu de la chance, j'ai été soutenu. Et vous deux, Juliette? Mais oui, j'ai été soutenue depuis le début. Bon, après moi, c'était encore différent parce que au final, mon choix avait été compliqué aussi parce que j'ai adoré étudier la psycho. Je savais même pas très bien si j'avais envie de continuer la psycho, commencer la médecine. Donc c'était plutôt, ils m'ont soutenue et c'était là, voilà, si tu veux commencer la médecine, mais surtout fonce et on te soutiendra. Rien que financièrement, en fait, c'est jusqu'à mes 28 ans, donc c'était quand même aussi un big deal et il fallait que j'en discute avec eux. Mais depuis le début, il m'avait toujours dit voilà, fais ce que t'aimes et du moment que t'es passionné et que ça te stimule, surtout fonce. Et donc, ils ont été hyper enthousiastes et ils m'ont bien soutenu. Encore maintenant, ils sont toujours là. Je reviens parfois faire mes blocs ici à la maison, j'ai des petits repas, ça fait toujours plaisir. Yes. Et oui, non, donc ça a été hyper positif. Et puis c'était vraiment, finalement, passer des études que j'aimais bien à d'autres études qui me stimulaient davantage. Donc c'était que du bénéf, quoi. Et de ton côté, Ahmed? Moi, je pense que je peux dire qu'ils étaient soutenants. Après, ils ont peut-être moins compris. Genre, ma maman, elle est toujours en mode « mais ça te va tellement bien de faire psycho » et tout, tu vois. Et du coup, je pense qu'elle ne comprend pas trop. Après, ils me mettent financièrement et ils sont quand même chauds. Ils sont contents que peut-être que sage-femme me plaise et voilà, tu vois. Donc, oui, je dirais quand même qu'ils sont soutenants. Mais c'était pas... je pense qu'ils ne comprennent pas trop non plus qu'est-ce qui se passe dans ma tête, quoi. Mais voilà. Putain, on est sur un vivier de bienveillance au niveau des parents, c'est trop bien. C'est une chance. C'est un peu de la chance parce que je peux me mettre à leur place et c'est vrai que avoir des gosses, c'est un investissement et tu vois, tu as envie de t'assurer que leur vie est bien assurée et je sais pas, ça attaque peut-être leurs besoins de sécurité. Tu vois, après, comme dit Charles, je pense qu'ils veulent aussi qu'on soit heureux. Après, c'est vrai que moi, je connais des gens où leurs parents, ils ont fait on te finance 5 ans et puis tu te débrouilles, quoi. Et ça, franchement, je pense que j'aurais été moins à l'aise de me réorienter et tout ça si j'avais eu cette pression financière-là, quoi. Non, on a beaucoup de chance. Oui, j'aurais probablement même pas commencé parce que devoir trouver un job d'étudiant en parallèle de la médecine, ça aurait été dur. Ça aurait été chaud. Et donc, du coup, les gars, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous, c'est quoi votre plus grande peur, un peu professionnelle, un petit peu, sur votre futur professionnel, disons? Toi, Madeleine? Moi, je dirais que justement, c'est lié un peu à mon perfectionnisme, mais la peur justement de me tromper ou la peur que ce soit pas finalement ce que je voulais faire. C'est plus sur cette dynamique-là de... En fait, je déteste ne pas être sûre.
Et j'ai peur justement de me rendre compte quand même si j'ai quand même réfléchi un peu plus qu'à mes 18 ans, à 23 ans dans le choix d'études que je fais maintenant. Mais j'aurais quand même peur de me dire, en fait, non, ça va toujours pas, ça, tu vois. Ouais. Surtout que tu t'es énormément remise en question. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, là, tu te dis, mais allez, ça suffit pour moi. Ouais, c'est ça. Il faut que je sois un petit peu certaine, quoi. Ouais. Et puis, je pense que de base, comme je disais, même la peur de se tromper, de faire des erreurs dans mon métier... en tant que sage-femme, j'ai l'impression, tu vois, il peut se passer des trucs. Voilà, je mets un peu la pression sur mes épaules de faire ça bien, tu vois. Mais c'est un peu mon défaut de perfectionniste. Et toi, Juliette C'est une bonne question parce que là, en parlant de peur, j'ai plutôt, non pas une peur, j'ai l'impression professionnelle, mais plutôt là, au sein de mes études, j'ai surtout peur, en fait, d'un jour lâcher prise parce que j'en ai ma dose d'étudier de la théorie, que ça va encore être long et que j'ai vraiment encore, après avoir fini mes études, je vais quand même encore avoir, si je décide de me spécialiser, j'ai encore 6 ans d'assistanat et donc ça va être encore long et je sais pas à quel point est-ce que je vais devoir puiser à chaque fois dans mes ressources pour aller plus loin. Parce que ça, c'est peut-être la peur actuellement. Après, professionnellement, j'ai l'impression d'avoir quand même assez... confiance en l'avenir et en ma vocation de vouloir devenir médecin. Donc là-dessus, oui, j'aurai toujours la responsabilité de devoir faire attention, évidemment, à la vie de mes patients, mais c'est pas ça me fait pas peur. Enfin, c'est pas une peur professionnelle, j'en ai pas encore, parce que là, je suis focus dans mes études et plutôt sûre de ce que je veux faire. Donc, Ok. Donc en fait, c'est plus une question d'intérêt. Tu dis, bon, bah, moi, je sais que le end goal, il est là, il est présent, et je suis pratiquement certaine de et c'est pour ça que j'y arrive, parce que j'ai cet objectif en tête de vouloir devenir médecin et c'est vraiment ça que je veux faire. C'est plus tenir sur la longueur. Parce que c'est tout ce qu'il y a en parallèle et le fait que je me sens souvent fort seule, que je suis avec des gens de 4 ans de moins que moi. Voilà, que ça reste des études compliquées, qu'il faut toujours vraiment travailler sur sa motivation et sa persévérance. Ouais. Et ça, c'est plutôt une question de mental, c'est plus dur à ce niveau-là que les études. Quoi. Ok. Et toi, mon bon Charles T'as peur Non, mais moi, j'ai toujours voulu. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas cet équilibre-là, mais moi, plus tard, j'ai vraiment envie que mon métier soit quelque chose qui me passionne et pour lequel je sois investi à 100% et que ce soit vraiment pas une priorité dans ma vie. Je suis pas spécialement carriériste et je m'en fous d'avoir des grands titres et des blindés de thunes, c'est pas du tout le plus simple. Mais que ce soit hyper épanouissant, quoi, et que j'aille au boulot avec la banane le matin. Et mais il y a des gens qui ont d'autres équilibres, c'est normal. Il y a des gens qui s'en foutent de leur boulot, pour eux c'est juste un moyen de gagner de l'argent et puis après ils ont d'autres choses sur le côté. Moi j'ai vraiment envie que mon boulot soit quelque chose de central et j'aurais peur de pas arriver à justement à cet équilibre là et que mon boulot soit pas suffisamment épanouissant et qu'au final j'y aille un peu avec les pieds de plomb, etc. Toi, c'est plus, en fait, la sécurité, c'est un point. Tu dis, bon, bah, j'aimerais quand même être à l'aise financièrement, un peu pour savoir vivre. Mais en même temps, l'épanouissement, le sens, le plaisir dans le travail, c'est essentiel. Ouais, et je pense que c'est pour ça que trouver du sens dans son travail, c'est une chance aussi énorme. Et les gens qui ont des métiers de vocation, je trouve ça génial. Et je trouve que ces gens ont aussi de la chance d'avoir justement trouvé leur vocation, leur passion, et d'avoir de vivre de leur passion. Il y a beaucoup de gens qui disent je vis de ma passion, j'ai vraiment blindé de chance, et ça j'en suis convaincu que c'est effectivement une énorme chance. Et donc atteindre justement cette plénitude de sens dans son métier, c'est un objectif, et d'un autre côté à la fois ça fait peur parce que si on se dit si j'atteins pas, j'aurais fait tout ça, enfin pas tout ça pour rien, mais je risque de passer un peu à côté de ce que j'ai vraiment envie de faire, quoi. Donc voilà. Mais après, je suis convaincu que si on se donne, si on se remet en question, si on se donne dans ce qu'on fait, la vie fait qu'à un moment ou à un autre, on arrive vraiment à dégager ce qui nous motive vraiment et ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Donc ça, à la fois j'ai peur et à la fois j'ai confiance dans l'avenir. Bah, je pense un peu comme vous. Hein. Moi, je regarde par rapport à comment j'entreprends. Moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était en terminant mes études, je veux dire, c'était de me dire, mais attends, mais en fait, le spectre des choses, des possibles pour le métier est extrêmement mince. Tu vois. J'ai fait psycho clinique, adulte, et puis déjà, je voulais travailler en même temps avec des enfants et des jeunes, des ados, et en même temps pouvoir avoir un côté un peu plus artistique où j'écris, ou ce projet de podcast. Bah ouais, te voilà ici, hein, attends. Et en même temps, donc du coup, j'étais vraiment tiraillé, et j'en ai longuement parlé avec mes
mes darons en mode de, en fait, t'es faite. Je pense pas que je veuille devenir un psy, tu vois. En tout cas, dans le sens commun du terme. Ouais. Et c'est difficile. Je pense qu'aujourd'hui, un peu comme tu dis, on veut c'est presque devenu un besoin primaire, mais d'être épanoui au travail. Tu vois. Et donc, directement, moi, j'avais peur. Je disais, je veux pas travailler dans un cabinet avec machin et faire que ça. C'est une partie du plaisir de mon métier, de mon futur métier, mais c'est pas tout. Et c'est cool aujourd'hui de constater que les gens t'arrives à combiner, ou au moins les gens ne sont pas. Je suis sûr que y a sans doute des personnes qui doivent être embêtées que tu fasses EPSI et en même temps tu fasses des projets sur le côté. Et voilà, toi tu vis de ta passion, de ce qui te fait kiffer, quoi. Tu vois. Et pendant, t'as déjà eu des remises en question quand tu faisais la psycho, ou c'est vraiment tout ce que t'as toujours voulu faire? Ah mais moi j'ai eu 1000 remises en question. J'ai fait beaucoup de théâtre. Quand j'étais jeune. Ça ne m'étonne pas. Ok. Extrait de pièce de 6e primaire. Non, mais oui, et j'ai du coup avec un pote comédien qui est venu précédemment dans les podcasts. Et donc du coup, il y a ce côté vraiment artistique et comédien que je kiffe trop. Et donc quand j'ai terminé ma réto, la terminale pour nos amis français, j'étais là en mode de waouh, j'hésite à 100%, du coup à 50% pour chacun, mais entre le conservatoire ou prendre des études de théâtre et la psycho, quoi. Et j'en ai parlé avec mes darons et tout, et ils étaient là, écoute, si t'es... Bon, c'est vrai que si tu as un diplôme universitaire, on serait déjà un peu plus rassuré, mais écoute, si vraiment tu veux faire l'autre, fais l'autre, tu vois. Et puis je me suis dit la psycho c'est ce qui me parle, et un peu comme toi tu suis le fil avec tes potes, etc. Mais durant mes études, heureusement que j'avais une vie extra académique assez remplie pour un peu pas te... Enfin si je faisais que la psycho, je pense que j'aurais un peu décroché, un petit peu en mode genre waouh, ça me nourrit pas complètement. Comme tu dis, dans les premières années c'est extrêmement théorique, comme dans beaucoup d'études universitaires en fait, et t'es là en mode le concret de la chose. Moi j'avais qu'une hâte, c'était de terminer mes études et commencer à taffer. Genre mes parents étaient là en mode alors donc du coup donc le doctorat ça dit quoi? J'étais là de quoi? Vraiment c'était trop trash. Et donc voilà. Mais finalement, le doute, il fait partie un peu de chaque parcours, quoi. Oui, tu peux pas. C'est peut-être normal, quoi, aussi. Bien sûr, il faut être indulgente, avec toi, Madeleine. Et avoir une vie toute tracée, c'est pas toujours la solution. Non. C'est tricher. Moi, est-ce que vous avez peur du métro boulot dodo? On est sur du. Non, on n'est pas inspiré par cette question. Charles, vas-y, dis-moi. Oui, ça fait peur, mais après, de nouveau, c'est des équilibres. Il y a des gens qui, je pense, sont très heureux dans ce mode de vie. Moi, c'est quelque chose qui me conviendrait pas vraiment. Mais après, je pense que c'est aussi un état d'esprit, parce que si tu as un métier que tu adores et que tu dois prendre le métro absolument pour aller à ton métier, il n'y a pas de problème avec le métro pour le dodo, tu vois. Mais non, mais je pense que c'est vraiment juste un état d'esprit. Et pour revenir aussi à la question précédente, moi, au début, dans le choix de mes études, je me suis dit, OK, c'est le choix de mes études doit vraiment assouvir toutes mes envies dans la vie. Tu vois. Et donc, j'étais là, ma plus grande envie, c'est d'avoir un métier qui a du sens. La médecine, je trouve, et être médecin, c'est un métier qui a énormément de sens et où tu te sens utile, quoi, objectivement. Et je voulais me sentir utile. Donc, c'est pour ça, j'étais là, la médecine, c'est là où on se sent le plus utile. Donc, c'est la médecine que je dois faire. Et au final, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y a moyen d'être utile d'autres manières, en faisant des projets sur le côté, en faisant d'autres études. Il y a d'autres formes d'utilité. Et donc, il ne faut pas se dire mes études, ça va être vraiment ce qui va assouvir toutes mes envies. Et toi, tu avais des envies de création, de jeu. Et au final, tu as fait tes études de psycho, mais d'un côté, tu peux assouvir ces envies-là ici par ce projet de podcast. Et donc, il ne faut pas se dire que des études qui épanouissent quelqu'un à 100%, je pense que ça n'existe pas. À part si c'est vraiment un rat de laboratoire qui est passionné par ce qu'il fait. Donc il ne faut pas se dire que ces études, ça va être 100% Enfin, ça va nous rendre 100% heureux. Ça va m'épanouir, Et il faut avoir cette curiosité de chercher des choses sur le côté qui font que le package nous épanouit.
Et donc voilà, et je pense que dans sa vie plus tard aussi, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est pas se contenter de juste faire son métier, mais de chercher des choses sur le côté qui nous animent. Et c'est là qu'on sort de la routine. Métro, boulot, dodo. Voilà. Et toi, Juliette Ouais, mais je suis plutôt d'accord avec Charles et j'ai même l'impression que ça peut être, il faut pouvoir faire attention à ça parce que j'ai l'impression qu'il ne faut pas non plus avoir peur de même plus tard dans sa carrière se réorienter et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement se lancent dans une carrière et qui se posent plus trop de questions. C'est vraiment cette routine constante et qui finit, par exemple, là, je pense, ma maman elle a fait un burn-out récemment, justement parce qu'elle était constamment dans cette routine. Je veux dire, elle travaillait en tant que juriste et elle a fini par, ça a fini par la bouffer et par prendre, à bouffer son énergie. Et donc, du coup, après, elle a décidé de se réorienter et de faire du coaching professionnel. Wow. Et j'ai l'impression que c'est aussi important. Elle a 50 ans et finalement, maintenant, elle a complètement switché et elle travaille plus tout dans le droit. Et je pense que ça, c'est aussi important de pas couler comme ça dans cette routine qui, parfois, on s'en rend même plus compte et ouais, ça finit par nous épuiser, quoi. Bah, c'est totalement vrai. Et alors, tu te dis... mais t'es dedans, en fait, et ça te sert parce que c'est ta situation aussi financière qui est en jeu et sortir de sa zone de confort, c'est ça. Et la remise en question, c'est toute une vie. Enfin, on en parlait tantôt, mais c'est vraiment, on est en constante remise en question et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il faut pouvoir oser et changer de voie si on s'y sent plus bien. Totalement. Mad. Non, je rejoins tout à fait. On a trop d'avis communs ici. Moi, je veux bien avoir un avis complètement différent. Non, je pense qu'il faut se protéger et avoir des autres domaines dans la vie que le travail, justement pour se protéger de burn-out ou d'avoir quand même un espace de remise en question. Après, clairement, j'ai l'impression que c'est un luxe d'avoir ça. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui serait dans la précarité financière, je pense que peut-être qu'il n'a pas le luxe de se dire, OK, le week-end, je ne travaille pas du tout et je vais faire mon cours de salsa. Enfin, tu vois. Donc, c'est presque une question de... Enfin, c'est une question qu'on se pose qui est un peu une question luxueuse. C'est ça, c'est une question je veux un métier qui ait du sens, mais d'abord, je cherche à te nourrir. Ouais, c'est ça. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi un peu une mouvance sociétale de... On a besoin, on recherche beaucoup plus ça, notre bonheur et notre épanouissement personnel qu'avant, où j'ai l'impression que c'était le travail pour gagner sa vie, et puis voilà, enfin après peut-être que c'est gros cliché et que des générations d'avant on ne dirait pas du tout. Non, mais je pense que je l'avais vu dans un article aussi, en mode les jeunes entrepreneurs, quand ils entraient dans une boîte, ils demandaient en fait à leur directeur, leur employeur, que c'est quoi les valeurs de l'entreprise, quoi. Pour s'assurer que ça collait au leur et que ça soit pas trop dissident, tu vois. Et voilà, c'est donc on est peut-être sans doute une génération qui se pose un peu plus la question. Mais c'est ça, et je trouve que c'est à la fois une énorme chance de pouvoir se poser la question et c'est une chance justement d'avoir un métier qui donne du sens à notre vie, mais à la fois je trouve que ça, moi ce que je l'ai aussi ressenti, en tout cas en réto, comme une pression de bien choisir, quoi, du coup. Après, c'est une chance. Je vais quand même rester là-dessus. C'est quand même une énorme chance de pouvoir se poser la question et de pas faire le métier de ton père parce que tu reprends la pharmacie. Eh bien, super, les amis. Je pense qu'on a bien parlé autour de la question de le sens de la vie professionnelle, scolaire. Je pense que c'est ce qui le nœud du sens professionnel, de la vie professionnelle. Je vais trouver mes mots, ok. C'est que ça touche ton besoin aussi d'estime, de but, de direction, tellement de besoins en fait que ça prend une part importante de ta vie parce que tu as envie de créer, tu as envie de générer, d'évoluer, de te réaliser, de faire toute une série, de t'accomplir, tu vois aussi. Et donc du coup, quand ça rime pas avec tout ça ou que c'est trop différent, c'est le classique épuisement du travail, burn-out, et ainsi de suite. Donc, chercher à se réinventer, chercher à sortir de sa zone de confort, de oser prendre une tangente dans nos métiers, même si c'est pas forcément ta formation précise, tu vois. C'est important aussi. Tu voulais dire quelque chose ? Non, j'allais dire que c'était très bien dit. Tu cherchais tes mots, mais au final, tu les as bien trouvés. Merci. C'est qui parle là. J'ai un petit jeu pour vous, les gars, qui s'appelle Explique cette pique.
Le concept du jeu est très simple. Tu regardes en fronçant les sourcils en mode c'est quoi qui va être non, le concept du jeu est très simple. C'est en gros, je vous montre une photo de vous et vous devez un petit peu expliquer le contexte derrière. Trippant. Ouais, c'est assez sympa. Bof, on va... Tout dépend des photos. Non, mais je vous mets pas mal, hein, les amis. C'est juste genre en mode ouais, tiens, c'est marrant. Ok. On va commencer. On va commencer avec Juliette. Tiens. Aïe. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte de cette photo qui s'affiche actuellement à l'écran ici? Tu vois un petit peu? Est-ce que tu la reconnais? Moi, je reconnais. Il faut juste parce que je me rappelle plus exactement de où c'était. Ouais. Ah oui, c'est bon. J'ai Parce que, justement, en fait, c'est durant mon année sabbatique. D'accord. Quand je suis partie 1 an, j'ai terminé en fait mon année par 3 mois à Bali, en Indonésie. Et cette photo en question, c'était durant un trek à Lombok. Et donc voilà, on avait fait tout un trek de 3 jours. C'était 3 jours. C'était un des challenges sportifs les plus intenses de mon existence. Wow. C'était vraiment super hardcore. Et donc là, c'était le dernier jour. C'était, on s'est levé à 3h du mat pour monter tout en haut du mont Rijani. Et voilà, c'était la photo qui avait été prise du coup au sunset. Oh, wow. Sunrise, pardon. Ouais. C'est beau. Ouais, ça c'était une année, de loin l'année la plus épanouissante et enrichissante. Je veux dire, ça a été une révélation pour moi parce que j'étais assez timide en humanité. Non. Et si, j'étais vraiment. What? On y croit, on y croit pas. Non, mais j'étais assez renfermée, j'étais vite on venait me parler, je devenais toute rouge. Non, franchement, j'étais assez timide. Et puis après, ça m'a permis du coup de partir, de prendre mon indépendance. En fait, je suis partie apprendre l'anglais au Canada en 5e. Et puis après Marito, je suis repartie 1 an. Et ça a vraiment été une libération et de pouvoir rencontrer autant de monde, vivre autant d'expériences. C'était vraiment génial. Et là, ça me manque vraiment de plus pouvoir autant voyager. Rien que dans mes études, j'ai les secondes cesse en août, on a occupé toute l'année. Et, pouvoir repartir comme ça, par exemple, devenir médecin sans frontières, ça, ce serait ton grand kiff, mon grand kiff. Après, à voir si ça se met, parce que je vais quand même finir très tard. Et donc, je sais pas, on verra. Mais ça, si je peux essayer de voyager, même dans mon métier, ce serait juste le bonheur. Et voilà, yes. Je vais essayer d'ailleurs de partir bientôt au Bénin pour vivre une expérience là-bas en tant qu'apprenti médecin. Yeah. Ça va être trop bien. C'est trop cool. Merci pour cette petite explication. Alors, la deuxième photo, c'est pour toi, Madeleine. Alors, il faut savoir un truc, les amis. Sur Madeleine, c'est que... Il n'y a aucune photo. En fait, c'est terrible. C'est terrible. Ouais. Madeleine, vraiment, en recherchant ce truc, j'étais là, mais mon Dieu, ça va déjà être un casse-tête. Mais Aubin est un stalker professionnel. Il a trouvé une photo. T'as été chercher dans les albums photos de Facebook. Ouais, j'ai mes petits copains qui m'ont aidé. Mais what? Qui t'a aidé? Et donc, du coup, je dis pas. Et donc, du coup, j'ai créé un truc. Ça va être gaulerie. Mais c'est pas... Ouais. Alors... La photo... Oh non, mec, tu vas pas raconter ça. La photo s'affiche actuellement là. C'est un mime. J'en ai créé un parce que je te connais et donc du coup j'étais là, ok. Oh, trop bien. Mais là, le papillon, je vois pas, mais sinon je vois l'histoire. Ok, vas-y, balance l'histoire. Attends, mais tu m'as affiché. Non, en gros, tu me dis cette histoire-là, mais j'imagine que c'est celle-là. En gros, moi, on était en primaire, j'étais à Saint-Henri, et c'est une petite école où il n'y a pas d'humanité, ouais. Du coup, j'étais vraiment là, c'est écrit 11 ans, mais j'en avais 12. C'est pire. J'étais, en fait, je sais pas, quand t'as pas une vision des plus grands, tu restes un peu une enfant, tu vois. Et du coup, ma première année en humanité, j'ai débarqué au Sacré-Cœur de tous. Et vraiment, j'étais une gamine, quoi. Et la première semaine... on avait on venait tous à la même école, donc on était genre 4-5 potes, même plus, à venir de la même petite école de primaire. Et on avait toute notre boîte à tartines et tout, comme les vrais enfants, quoi. Et Aubin, est-ce que tu veux vraiment raconter ça? On tient le best-of. Il me semble. On le tient. Et en gros, c'était un peu le temps.
Et on s'était amusé avec mes potes à ramasser les feuilles avec notre pâte à tartines. Ah oui, mais moi dans ma tête c'était. Oui, si c'était ça, mais je pense que. Moi dans ma tête c'était même des papillons qu'ils essayaient d'attraper. Non, je pense que j'ai déformé l'histoire encore plus. Mais bref, vraiment, c'était l'âme d'enfant et la première semaine on a bien senti que c'était pas du tout. Essaie de te dédouaner, Madeleine. C'est vrai. Et voilà, c'est un peu les bails des enfants qui arrivent en humanité, qui sont encore des enfants et qui se rendent compte qu'en fait il faut pas faire ça et c'est la honte. Tu vois, tous les trucs de début d'humanité. Pourvu que c'était cool pour toi, c'est le plus important. Même, Mais il y en avait une dans vivre sans le regard des autres. Si t'as envie de chasser des feuilles, tu chasses des feuilles. Exactement. Ouais, mais je sais pas si vous avez eu ce ressenti, mais moi en humanité j'ai l'impression qu'il y a méga le jugement justement des autres et tu te construis un peu en fonction la cour des grands. C'est ça. Il y a beaucoup plus de jugement social et tu fais plus attention à ça que maintenant, tu vois. C'est sûr. Ah oui. Enfin, après, ça m'a pas stoppé, donc à ce moment-là, ça allait. Ah bah non, apparemment pas. Super, bah merci Madeleine pour cette petite story. T'as vu, j'ai bien rattrapé le fait que t'aies aucune photo de toi. Ouais. En fait, elle déteste se prendre. Déjà, pour la convaincre de venir dans ce podcast, c'était un. Je vais l'appeler et tout. La prochaine photo, c'est une photo que je trouve assez incroyable de toi, Charles. Elle est... À 6h du matin, en attendant. non, c'est celle-là. Oui. Elle est dingue, elle s'affiche actuellement aussi. Elle est trop bien. Tu la vois ou pas? Oui, je vois. Est-ce que tu sais nous expliquer comment, du pourquoi, en fait, ouais. Ah bah c'était l'année passée quand il faisait super chaud. Ok. Et je cherchais une petite photo marrante à faire pour Instagram. Le buzz, toujours le buzz des likes. Mais comme il y avait une fois, t'as mis un bureau, sinon. Ouais. Mais que la pratique de cette photo. Ouais, la pratique, c'était l'enfer. Ouais, il dit comme ça, genre ouais, j'étais juste en blocus et je pensais à un petit truc, mais gros, ça c'est une journée de travail, tu vois, pour pouvoir faire. Ouais, c'est une belle connerie aussi, parce que, enfin, soit, mais. Enfin, soit, on veut savoir. Non, mais en gros, c'était très difficile à mettre en place parce que c'était avec un système de pierres, etc. Là, je suis couché sur une dizaine de pierres qui tenaient le lit dans le fond de la piscine. Ça, c'est pas du tout un montage, quoi. T'as vraiment. Non, c'était complètement vrai. Et donc non, c'était pas facile à mettre en place et ouais, en plus le lit, enfin il y avait de je sais pas quoi, de la cire ou quoi, enfin pas de la cire mais du vernis sur le lit qui est parti dans toute la piscine et au moins ça a fait le buzz. Mais ça a bien marché. C'est le plus important. T'as fait une vidéo making of de ça? Parce que tu devrais, mec. Non, parce qu'en vrai, c'était tellement chiant. Enfin, on peut dire des gros. Enfin, non, c'était tellement embêtant. Sur le moment que cette photo, je crois que c'est même pas passé dans la bonne humeur. Je t'ai fait ça avec mon petit frère parce que c'était vraiment un enfer. Et du coup, on n'a même pas pensé à faire un petit making-of. Mais tellement sérieux dans le truc. Ah non, tout ce qui est marrant sur les réseaux, en fait, quand tu les tournes dans la réalité, c'est pas marrant du tout. Là, on a passé un mauvais moment. Mais yes. Non, voilà, mais c'est rigolo. Merci. La photo est réussie. Hein. Elle est vraiment réussie. Je me suis vraiment posé la question là. Mais comment il a fait, quoi? Mais celle du bureau, j'aimais beaucoup aussi. Ouais, c'était le même esprit. C'est un peu un plagiat, mais celle du bureau s'affiche actuellement ici. Voilà. Non, ça c'était là, j'ai fait là, mais elle s'affiche à l'écran. C'est ça que je voulais dire. Voilà, mais celle-là, c'était vraiment, je crois, à 2 jours d'un examen en seconde cesse. Et j'avais vraiment, enfin, c'était de nouveau une fuite, quoi, une petite fuite de mon bureau. et donc voilà. C'était toujours le talent. Là, et j'ai une deuxième photo pour toi, mon bon Charles. Tu te doutes de ce que c'est? Aïe, on l'a cette photo. Et ça c'est mon coup de foudre amical avec Aubin parce que vraiment ça c'était une photo ça se voit que c'est en intendance non c'est une photo à 15h de l'après-midi non c'était le matin le matin le matin d'une soirée à l'aube mais je te reconnais pas du tout en vrai. Qui, c'est moi ou Charles? Non, toi, on ne te voit pas très bien. Déjà, j'avais pas encore mes dreads. Ouais. Et j'étais... mais c'est plus Charles que je reconnais pas trop, là. Et vous allez nous faire part de cette soirée ou... Oui, vous allez un peu... C'était la première soirée ensemble, en fait. C'était la première soirée. Et c'est comment j'étais arrivé le soir, et... Enfin, j'étais arrivé vers 17h, en fin d'après-midi. Et je sors de ma voiture et je vois la banane d'Aubin, son grand sourire jusque derrière les oreilles, et je dis oh là on est tombé sur un bon gars. Et c'est marrant parce que vraiment tout le monde m'a dit waouh, tu vas rencontrer Charles, tu vas voir enfin c'est ouf et tout, c'est trop le type que tu vas trop kiffer et tout.
Et je pense que Tib t'a dit la même chose. Ouais, Tib était déjà là depuis quelques jours et il m'a dit tu verras, tu vas trop kiffer Aubin. Et voilà, et puis et donc, 10 heures plus tard, on était dans la mangeoire, dans une grange, couchés. Vraiment des petits cons à s'amuser comme jamais. On était jeunes et innocents à l'époque. Et ouais, c'était chouette souvenir. Ouais, non, franchement. Avec ta Skoda Fabia, c'était ça. Et on allait faire des courses le matin. Des drifts dans les champs, c'est tout ça. Et ben voilà pour la petite histoire. Et c'est quoi la bouteille d'eau magique? C'est quoi l'histoire de la bouteille? C'est pour ne pas dire de la tequila. C'était un truc que je lui avais. Enfin, du coup, je lui souhaitais la NIF, en lui rappelant cette petite histoire. Ouais, non, je me souviens plus de la bouteille d'eau, je m'en souviens plus. Enfin, la bouteille de. On a peu de souvenirs de toute manière de. Non, mais c'était un coup de foudre amical. Franchement, enfin bon, j'ai des amis, mais un coup de foudre amical, non, il y a un feeling. Bon, après, j'ai dit ça en coulisses et tout le monde m'a dit moi aussi j'ai eu ça avec Aubin. Je me suis senti moins unique. Mais on a le best-of. Mais voilà, non. Mais c'était totalement réciproque. Hein. Mais moi, j'ai des coups de foudre amicaux, genre. Tous les 2 jours. Mais on va tous les 3 être d'accord de dire que tu dégages une énergie assez particulière. Donc regardez son podcast, abonnez-vous à la chaîne. Non, mais j'ai ça avec des gens et c'est 2 ou 3 fois par an. Deux personnes que je rencontre. Et à chaque fois, c'est ça. Et donc, je pense que cette année-là, donc c'était après Maréto, donc Baquin, etc., ou l'été qui menait à la Baquin. Et je t'ai rencontré toi, je m'étais dit mais putain. Et puis c'était gaulerie, on s'appelait, enfin genre en mode pour se voir mutuellement. Toi t'avais un programme chargé comme jamais. Je crois que depuis cette photo-là on s'est plus vu en fait. C'est la première fois qu'on se revoit depuis la photo. Mais non, on s'est vu un peu après et tout. Je suis venu au Cocoon. Oui, je sais. Et le Cocoon qui était la coloc de Charles à l'époque et ils étaient si chauds. En fait c'est ça qui est hyper impressionnant avec Charles, c'est que il se chauffe mais tellement. Les pendaisons à Namur. Les pendaisons de crémaillère de ce bonhomme, c'était toujours. À Namur en général. Il se passe quelque chose à Namur qui ne se passe pas à Bruxelles. C'est bien vrai. Il mettait, je pense que j'avais été à une pendaison où en gros la thématique c'était la ferme. Il y avait de la paille et tout. T'étais là aussi? J'ai un souvenir de cette. Ça se trouve, t'étais là, mais on se connaissait pas encore. C'est vrai, mais je te jure, ouais. Mais on s'est fait virer de la coloc à mais non. Vraiment, et donc ils avaient fait une chambre avec du foin, une chambre avec un truc du purin. Une chambre avec un ballon gonflable, pas un ballon gonflable. Un château gonflable. Château gonflable, ouais. On avait mis de la paille dans tout le côte, ce qui est une extrêmement mauvaise idée pendant une pendaison. Et donc ça nous a coûté de gentiment prendre la porte de sortie de notre côte. C'est fou. Je savais pas ça. C'est la bonne histoire. Franchement, je le referai 10 fois s'il faut. Gaulerie à raconter par la suite. Ok, super, mais les gars, merci pour ce petit partage. Explique cette pique, le jeu, il est assez cool. On arrive déjà tout doucement à la fin de l'émission. Déjà. Ça oui, tu l'avais dit, on s'amuse. Mais j'aime bien terminer l'émission avec un petit moment recommandation. Donc, est-ce que vous avez quelque chose, une œuvre, un livre, une page Insta, une chaîne YouTube, un album de musique, tout ce qui vous a inspiré un petit peu et touché récemment? Après, on aimerait bien ta recommandation aussi. Bien sûr, je vous la partage. Madeleine, est-ce qu'on peut commencer avec toi? Oui, on peut. Attends, je réfléchis encore. Non, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps une chaîne YouTube, mais c'est sûrement super connue, mais comme je suis pas très réseau, tout ça. Mais du coup, c'est la chaîne de Ben Never qui parle un peu, qui déconstruit un peu les masculinités, et que même les filles peuvent regarder ça. Ça s'appelle Entre mecs, mais il a aussi fait Entre potes. Ouais. Mais ça reste un peu good vibe comme ici. Et voilà, j'aime bien les thématiques qu'il aborde, donc je vous invite à aller voir. Il est incroyable. Ouais. C'est une des inspirations même pour ce podcast. Il est trop fort. Il est extrêmement bienveillant, hyper doux. Ouais, blindé. Et c'est toujours un plaisir de regarder ces vidéos. Donc il aborde des sujets genre la drague, les problèmes de beat et tout. Problèmes de... c'est quoi le nom de la chaîne? C'est ça. Il est trop cool. Il déconstruit énormément de choses en fait autour de... Où il parle de la sensibilité ou de pleurer en tant que mec. Du coup, c'est intéressant.
Et voilà, ça c'est découvert il n'y a pas si longtemps, mais je pense que ça date. Hein. Ouais, c'est dingue. Pourtant, je pensais t'en avoir un peu parlé à l'époque. Je sais plus, mais... Okay. Bah, c'est cool que tu puisses découvrir. Je sais plus comment je suis tombée dessus, mais voilà. Nice. Sinon, j'ai d'autres idées, mais peut-être passer la main. Juliette, est-ce que tu as un truc à recommander? Ce ne sera pas une page Insta, malheureusement, mais ce sera... J'ai l'impression que... Je recommanderais un film plutôt. Okay. Un de mes films favoris, vous connaissez peut-être, c'est Hors Normes. Okay. C'est un film qui m'a ultra fort touchée. Et il fait de loin partie de mon top 3. Je trouve que c'est un film qui m'a ultra fort marqué et j'en suis ressortie... Après avoir vu ce film, j'avais trop envie de bosser dans le social. Je trouve qu'ils abordent énormément de problématiques et il est ultra bien tourné. Il y a une pure musique aussi, Blood Flow, du film qui est trop bien. Et c'était inspirant et je trouvais que ça aborde tous les problèmes d'autisme. Et c'était, moi, c'est une maladie que je trouve ultra... j'ai l'impression que ça abordait aussi toutes ces problématiques de handicap et le fait qu'il ne soit pas tout le temps... On les reconnaît pas toujours pour le potentiel qu'ils peuvent développer et pourtant il s'est basé aussi sur des faits réels donc moi j'ai trop kiffé et génial. Et c'est un vieux film ou c'est... Non, il est sorti en 2019. Ok. Donc assez récent et c'est à voir dans sa vie quoi, il est dingue. Okay. Nice. C'est un peu la fibre psycho qui revient. Exactement. En tout cas. Yes. Et toi mon bon Charles, la playlist Spotify de ma mère. Si vous êtes triste, vous mettez ça dans votre bagnole et c'est sourire à gérer. Ah yes. Non, plus sérieusement, c'est une très bonne playlist, je vous la conseille. Mais c'est une chaîne YouTube aussi. Mais à mon avis, les vidéastes ici autour connaissent peut-être, mais c'est Sirou et Enro, c'est un monteur vidéo. Et sa dernière vidéo a fait pas mal de buzz, qui fait des récaps, soit d'années, soit de mois, de tous les événements qui se sont un peu passés dans le monde. Mais il fait un montage vidéo, il parle pas, et c'est vraiment un montage vidéo avec de la musique. Et c'est des vidéos vraiment hyper poignantes et c'est des vidéos qui ne le frisson, c'est pas marrant, c'est pas Squeezie, c'est pas McFly et Carlito, mais vraiment il fait des montages, donc il fait avec toutes les scènes d'attentats, de manifestations, etc. Mais c'est des vidéos vraiment où à la fin, à chaque fois, il remet un peu l'humain au centre et tu sors de ces vidéos et tu te dis ouais, l'homme c'est quand même un bon gars. Genre, c'est vraiment où tu te dis en tout cas la plupart des hommes sont vraiment des bons gars et peu importe ce qui se passe. Et donc c'est des vidéos qui, si vous avez besoin de frissons, allez voir sa chaîne, c'est vraiment des très très belles vidéos quoi. Génial. Ça s'appelle pas Sirou? Ouais, Sirou, ouais. Ok. Et toi Aubin? La recommandation. Alors la recommandation du chef de l'autre. Moi j'ai à recommander une petite perle que j'ai découvert l'année passée en termes de musique. Et j'ai développé un méga crush sur cette artiste. Elle s'appelle Joy Crooks. Je pense que c'est ça. J'espère que j'écorche pas son blaze. Mais elle a une trop belle voix. Elle fait, même sur sa page Insta, elle fait des petites vidéos où elle chante et tout. Et franchement, en plus, elle est trop jolie. Et donc, du coup, je kiffe trop sa vibe. Et c'est une artiste montante anglaise. Et donc, trop cool à checker. Vraiment, à checker dans la vibe. Et puis, c'est un second truc, mais un peu dans la vibe de ce qu'on disait aujourd'hui, sur sortir de sa zone de confort, se chercher, trouver le sens, le but, la direction. Eh bien, il y a la chaîne YouTube qui est maintenant très connue. C'est nul de pouvoir partager pour ceux qui... Enfin, c'est très connu, mais j'avais quand même envie. C'est la chaîne qui s'appelle Yes Theory sur YouTube. Tu connais ? Ouais, je connais. Et c'est vraiment ouf. C'est 4 gars qui ont pas loin de notre âge, peut-être un peu plus vieux, 4-5 ans plus. Et voilà, leur mantra, c'est Seek Discomfort, tu vois. Et c'est ouf. Enfin, franchement, pour se mettre bien, pour se mettre des vibes et puis d'oser, ils sont hyper forts. Non, mais trop bien, je vais voir. Ouais, moi aussi, voilà. Ça m'inspire. Eh bien, merci, les amis. Merci à toi. Merci à toi d'avoir participé à ce petit moment. Qu'est-ce que j'ai à dire pour le mot de la fin ? Eh bien, c'est d'aller checker également, si vous n'en avez pas eu assez avec les à peu près sérieux, d'aller voir les À ceux qui osent, qui est le même podcast, mais uniquement audio, qui se trouve sur la chaîne YouTube aussi, sur laquelle vous regardez cette même vidéo, qui est très cool, où j'ai des discussions avec des comédiens, des auteurs, des réals, des entrepreneurs, des personnes qui ont osé, en fait, finalement. Sortir un peu des sentiers battus et c'est très chouette. Donc, du coup, merci encore à nouveau. Je vous
dis merci, Melf. Merci à toi. Merci. Et puis, on se dit... ciao. Ciao, ciao. It's a wrap.